Bonjour à tous, nous avons modifié aujourd'hui le thème de l'émission Dimanche en politique pour évoquer Jacques Chirac, l'ancien président de la République, décédé jeudi à l'âge de 86 ans. 3 invités avec nous sur ce plateau pour évoquer l'homme, son action politique, son héritage. Tout d'abord, 2 Chiraciens convaincus, Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort et ancien député du territoire de Belfort. Face à lui, Michel Raison, sénateur Les Républicains de Haute-Saône et ancien député de ce département. Et puis Martial Bourquin, sénateur socialiste du Doubs. N'oubliez pas, grâce à Twitter, vous pouvez commenter, réagir à cette émission grâce au hashtag DimpolFC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors, on va commencer tout d'abord cette émission avec vous, Michel Raison. Quand est-ce que vous avez rencontré Jacques Chirac pour la première fois? Comment ça s'est passé? La première fois, c'était à Vesoul, parce que à l'époque, en Haute-Saône, les principaux dirigeants du RPR étaient baladuriens. Donc on était très peu nombreux à soutenir Jacques Chirac, et je l'ai accueilli au sabot de frotté avec mon ami Philippe Legras, qui avait rejoint, pas tout à fait au début quand même, mais il l'avait rejoint, et il était président, parce que lui, il était député. Mais vous ne l'aviez jamais rencontré avant, mais vous le souteniez quand même. Déjà, ah oui, je l'adorais, enfin, c'était évidemment que je le soutenais, et on en parlera au cours de l'émission. Après, une fois qu'on l'a eu rencontré plusieurs fois, une fois que j'ai été député, les liens se sont forcément renforcés, parce qu'on apprend à mieux connaître le personnage. Mais cette rencontre en 95, c'est des souvenirs merveilleux. C'est d'autant plus merveilleux qu'il va devenir président de la République. Oui, alors, il était à 14%. Moi, je lui avais écrit en janvier, en lui disant « On n'est pas trop bien, mais de toute façon, vous avez mon soutien jusqu'au bout. » Et quand il est venu à Vesoul, il était à 14% à l'époque. On était loin des 50 et quelques pourcents qu'il fallait. Parce que je ne pense pas que ce soit la bonne raison, mais ces sondages se sont envolés après sa visite à Vesoul. Comme si ça lui avait porté chance. Voilà. Damien Meslot, on peut dire que c'est grâce à Jacques Chirac ou à cause de Jacques Chirac, peut-être diront vos opposants politiques, que vous, aujourd'hui, vous faites de la politique, et ce depuis quelques années déjà. Oui, tout à fait. J'ai adhéré au RPR en 1979, j'avais 14 ans et demi. Et j'adorais Chirac, et c'est pour Chirac que j'ai adhéré au RPR, et j'ai toujours suivi Jacques Chirac dans toutes les élections. J'ai fait sa campagne en 81, en 88, en 95, en 2002. 3 campagnes avant d'en gagner une quand même. Hein. 2 avant. 80, 88, 95, on a gagné. Même si, comme le disait Michel, c'était un peu compliqué avec les baladuriens. Mais après, c'était la plus belle victoire. Je me souviens du soir de la victoire. C'était vraiment fantastique. Et Jacques Chirac, je l'ai toujours soutenu parce que c'était un homme que j'adorais. La première rencontre avec lui, ça date de quand? Alors, c'était en 1983. Il était venu dans un meeting soutenir Pierre Bonnef, qui était candidat contre Jean-Pierre Chevènement aux élections municipales à Belfort. Alors vous êtes opposant théoriquement à Jacques Chirac, puisque vous êtes de gauche. Est-ce que vous l'avez rencontré? Oui. Ou aperçu? Aperçu. J'étais dans le camp adverse, moi. Hein. On va pas... Vous savez, quand des grandes personnalités comme ça décèdent, on refait l'histoire parfois. Non, on était adversaires. En même temps, derrière Jacques Chirac, j'ai quelques flashs qui me reviennent très fort. C'était sa visite en Israël, où là, il fait preuve d'un grand sang-froid. Et ce que j'ai apprécié le plus... Il fait un esclandre par rapport à la sécurité qui... Grand sang-froid. Il fallait le faire quand même. Hein. Et la deuxième chose, c'est le refus de la guerre d'Irak. Il fallait le faire parce qu'il avait prévu ce qui se passerait aujourd'hui. C'est la guerre d'Irak qui crée cette instabilité. Mais vous l'avez vu en vrai ou pas? Vous l'avez juste croisé comme ça? Croisé. Il était aussi grand qu'on le dit, parce qu'il faisait 1m93, une certaine stature, de la voix, de la prestance. Oui, grand. Et puis, c'était une personnalité, c'était un chef de parti, et puis pas n'importe lequel. Alors moi, je soutenais systématiquement... le camp en face. Le camp en face, voilà. Mais après, quand vous avez un certain recul, une fois qu'il est président de la République, on se dit qu'est-ce qu'il a fait de bien. Quand, par exemple, il reconnaît les crimes contre l'humanité de l'État français de Vichy, c'est le premier président qui le fait. Alors ça, c'était à propos de la RAF du Veldiv, et c'est le 16 juillet 1995, il vient juste d'être élu président de la République. C'est ça, en tant qu'homme de gauche, c'est ça que vous retenez? Ah oui, quand on est fier d'être français, quand on entend un président de la République, même s'il n'est pas de notre camp, dire des choses... Vous avez regretté que François Mitterrand ne le fasse pas plus tôt? Bien sûr, j'ai été heureux que Jacques Chirac le fasse. Et quand Dominique de Villepin parle à l'ONU et qu'il y a ensuite la conférence de presse de Jacques Chirac, je me sens français
Ça c'est donc le refus de suivre les Américains pour la guerre en Irak. Quand même, c'était très visionnaire, parce qu'aujourd'hui, vous imaginez ce qui s'est passé depuis ? Et c'était en 2003. Damien Meslot, vous, qu'est-ce que vous retenez comme action politique ? Moi, je retiens, comme l'a dit Martial Bourquin, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. C'est quand même quelque chose d'important, et c'est une vraie inflexion dans la politique française, c'est la reconnaissance. Je prends en défaut le gaulliste que vous êtes, parce que quand même c'est Charles de Gaulle qui a voulu à la fin de la guerre qu'il y ait l'image d'une France unie. De Gaulle avait besoin, après la guerre, d'avoir une France unie, donc Charles de Gaulle pacifié. Donc Charles de Gaulle était dans cette ligne-là. Et Jacques Chirac a considéré, en 1995, donc 50 ans après la fin de la guerre, qu'il était temps de reconnaître la responsabilité de l'État français. La culpabilité de l'État français, ça c'est important. Et puis bien sûr, le refus de la guerre en Irak et la fin du service militaire obligatoire qui nous permet d'avoir une véritable armée de métier. Michel Raison, vous ? J'allais justement rebondir sur ce service militaire parce que c'était un visionnaire. En politique internationale, il y a ce côté visionnaire par rapport au refus de la guerre en Irak, additionné au courage de s'opposer aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de pays européens qui l'ont fait, et donc il l'a fait avec beaucoup de courage. Et ça a plu à beaucoup de gens à gauche, ça a plu beaucoup. Oui, mais à droite aussi. Les gaullistes que vous êtes aussi, bien sûr. Et donc, l'histoire du service militaire, c'était visionnaire aussi, mais c'était très difficile comme décision, ça n'a pas plu. Mais ils savaient bien qu'on ne pourrait plus, dans les temps modernes, avoir une armée qui n'était pas professionnelle. Notamment parce qu'il y avait beaucoup d'opérations extérieures. Il y avait plus on ne allait pas envoyer des appelés, on l'a vu après. Et ça, il fallait le faire. Voilà, ça a été d'ailleurs une de ses premières décisions, et c'était extrêmement important. Oui. C'est ce que vous retenez le plus ? Alors, on retient beaucoup d'autres choses. L'histoire de la complicité, voire la culpabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Aussi, tout cet ensemble sur... Là, au moins, déjà, il y a unanimité autour de cette table pour ça. À la fois visionnaire, courageux et très international dans ses analyses. Alors ça, c'est pour le côté, on va dire, positif et qui vous met tous d'accord, tous les trois. La fracture sociale, c'est ça qu'il fait élire en 1995. Est-ce que vous n'avez pas été déçu après par le fait justement qu'il n'ait pas fait diminuer le chômage, que cette fracture sociale, il n'ait pas réussi, ni ceux avant lui, ni ceux après lui, n'ont pas réussi justement à la réduire? Si vous voulez, bien évidemment, nous aurions préféré qu'en la matière, on ait des meilleurs résultats, mais il ne faut pas oublier que Jacques Chirac, à ce moment-là, n'a que 2 ans, puisqu'en 1997, il y a une décision malencontreuse de la dissolution parler, si vous voulez. Qui fait que Lionel Jospin arrive au pouvoir. Et donc, on ne peut pas mettre en place la politique qu'on souhaite. Vous pensez que s'il y avait eu plus de temps, la fracture sociale, je pense que Jacques Chirac s'est trouvé dans une situation dégradée. D'ailleurs, quand Jacques Chirac et Alain Juppé sont arrivés, la présidente, l'autre Premier ministre, ils se sont aperçus que la situation laissée par le gouvernement Balladur était bien moins bonne que ce à quoi on s'attendait. Et donc, il a fallu prendre une série de mesures fiscales difficiles, puisqu'il a fallu augmenter les impôts pour redresser les comptes de la France. Et après, ça crée une agitation sociale qui mène à la dissolution et qui ne permet pas d'appliquer le programme. Michel Raison, la fracture sociale... Moi, j'ai un témoignage de Jacques Chirac sur ce sujet, parce que lorsqu'il a pu être président, j'allais le voir, il était tout près de l'Assemblée nationale, son bureau rue de Lille, au croisement du boulevard Saint-Germain, donc à 100 mètres de l'Assemblée nationale. Et j'ai eu des discussions avec lui, il était déjà un peu affaibli, mais on discutait tout à fait normalement avec lui. Et à un moment donné, je l'ai senti un peu comme déprimé, parce que justement, il aurait voulu pouvoir y arriver plus. Mais c'est un sujet extrêmement difficile, puisque pour le moment, dans aucun pays, on a réussi à mieux rééquilibrer les plus faibles, les plus forts, diminuer les écarts, même si en France, on corrige peut-être mieux qu'ailleurs. C'était l'un de ses principaux regrets. Et il me l'a dit, c'était un de ses principaux regrets. Alors, la fracture sociale, quel regard que vous portez, vous, l'opposant de gauche? À la fois, dans la campagne, il a l'intuition que cette fracture sociale grandit. On est sur un renforcement très important de la mondialisation et on commence à déceler les inégalités qui grandissent avec la mondialisation. En même temps, il mène des politiques d'austérité assez fortes
Et c'est là qu'on est des opposants, c'est là qu'il y a des manifestations très importantes. Notamment les retraites en 95. Les retraites et le CPE. Et le contrat CPE. première embauche. Voilà. Alors là, moi je suis dans l'opposition, je participe à ces manifestations, et il y a cette dissolution imprévisible. Et c'est là que l'animal politique, au sens aristotélicien du terme, qu'est Chirac, fait un coup de poker qui perd. On parle toujours de son flair, mais là, il a fait... Là, il n'en a pas. Là, il n'en a pas, il perd. Parce que, justement, il est de Corrèze. C'est une personne qui a des liens extrêmement étroits avec la population. Il sent que les politiques qui se mettent en place ne sont pas les politiques qu'il faut pour la France. Il sent aussi que le modèle français est en cause. Mais en même temps, les politiques qu'il met en place sont des politiques vraiment austéritaires. Michel Raison, la dissolution. Oui, alors, par contre, les politiques austéritaires, elles ont été beaucoup plus après. La réforme des retraites, et on le voit bien aujourd'hui, si seulement il avait pu mettre en place cette réforme dès ce moment-là, on n'aurait pas besoin d'en faire autant aujourd'hui. Et si Mitterrand n'était pas passé d'un seul coup de 65 à 60 et qu'il soit passé à 63, on n'en parlerait même pas aujourd'hui. C'est une parenthèse. La dissolution. Par contre, c'est peut-être... Et Dieu sait si j'ai de l'amitié et l'émotion que j'ai eue en apprenant son décès hier dans l'hémicycle du Sénat. La dissolution, je ne remets pas en cause la joie que tous les élus ont des moments difficiles, ils ne peuvent pas gagner chaque fois, ils peuvent se tromper. La seule question que j'ai en tant que gaulliste, c'est, et il a dû se la poser aussi, est-ce qu'il fallait qu'il démissionne ou pas ? Donc je suppose parce que là, il était désavoué, on est d'accord. Oui. S'il était vraiment gaulliste, il aurait dû partir comme le général de Gaulle. C'est le sentiment que j'ai. Alors peut-être qu'il s'est dit que ça serait peut-être encore plus compliqué pour le pays. J'espère que c'est cette thèse-là qui l'a poussé à rester. Et j'espère que ce n'est pas la thèse de garder le pouvoir à tout prix. Voilà. Damien Meslot, vous pensez qu'il aurait pu ou dû démissionner ? Non, moi je ne pense pas qu'il aurait dû démissionner. Je pense qu'il n'aurait pas dû dissoudre. Vous êtes moins gaulliste voilà, que, moi je que pense Michel que Raison, l'erreur, non, Michel Raison est pourtant gaulliste, sinon plus que moi. Non, on n'a pas un concours de gaullistes. Simplement, moi je pense que l'erreur de Jacques Chirac a été de ne pas dissoudre au lendemain de son élection en 95 pour avoir une majorité qui soit à sa main. Parce que là, on avait laissé des divisions entre baladuriens et chiraciens qui restaient à l'Assemblée. Il faut juste expliquer pour les jeunes générations qu'à l'époque, c'était pas automatique. Il n'y avait pas une élection présidentielle suivie de législative, mais qu'il y avait en fait les deux mandats qui se chevauchaient. Et ça a donné lieu à des cohabitations. Jacques Chirac aurait dû dissoudre dès 95 pour avoir 5 ans. Il s'était engagé à ne pas le faire. Il a voulu respecter sa parole. C'est cela qui, à mon avis, a entraîné les difficultés futures. La logique politique aurait voulu qu'il dissolve l'Assemblée au lendemain de son élection pour avoir 5 ans pour mener sa politique. Je pense que c'était là l'erreur. Il avait dans ce cadre, un prédécesseur illustre qui avait montré que le pouvoir n'est jamais totalement perdu. Et il subit... C'était François Mitterrand. Bien sûr. La cohabitation... Parce que Mitterrand a été réélu malgré la cohabitation. Absolument. Et bien peut-être avec la cohabitation. Grâce à la cohabitation. Chirac avait été un excellent Premier ministre. Et là, il refait la même chose qu'a fait François Mitterrand. Mais Mitterrand n'était pas un gaulliste. Voilà. Loin de là. Surtout pas. Il était. Je pense qu'il y a aussi un autre point qu'on n'a pas abordé. Je lui reconnais aussi une intransigeance face au Front National qui est totale. Il a été parfois approché par des membres du Front National pour essayer d'unir une partie de la droite avec... Et Jacques Chirac a toujours été d'une grande clarté là-dessus. C'est ce qui m'a amené à voter pour lui lorsqu'il s'est retrouvé en face de Jean-Marie Le Pen, parce qu'à un moment donné, il y a des choses en démocratie qu'on n'accepte pas. Et là-dessus, il a été exemplaire. Même s'il avait dit à un moment donné, vous savez, le bruit et l'odeur à propos des immigrés, etc. Et que j'ai profondément regretté, j'étais scandalisé par cela. Mais, en même temps, lorsqu'il s'agissait de faire des choix politiques, il les a toujours faits contre le Front National. Le bruit et l'odeur, vous avez réagi comment ? Moi, je pense que c'était sorti de son contexte. Jacques Chirac... Ah non, j'ai tout réécouté, moi. Jacques Chirac était tout sauf un raciste et un xénophobe. Toute sa carrière politique, toute sa politique étrangère
le montre. Il a toujours voulu dire le pays. Il a eu, je suis d'accord avec Martial Bourquin, une intransigeance totale avec le Front National. Ça a toujours été la ligne. Souvenez-vous des régionales. Ici, on s'en souvient bien, où notre président de région, Jean-François Imbert, préfère démissionner plutôt que d'être élu avec les voix du Front National. Et je veux dire, tout cela montre bien que Jacques Chirac n'était pas ce qu'on a voulu. Michel Raison, votre réaction, quand vous avez, vous, entendu le bruit et l'odeur, vous avez réagi comment? Alors déjà, j'assimile pas du tout ça, comme certains ont pu le faire, à du fascisme. Que ce soit une maladresse verbale, à la limite. Mais vous savez, quand le président Macron a osé dire, il n'était encore pas président, il était ministre, que des salariés étaient des illettrés, ça m'a beaucoup plus choqué parce que moi je côtoie les salariés toute la journée. Et je connais des salariés d'usines, de la chaîne, qui quand ils reviennent le soir chez eux écrivent des poèmes, le lendemain vont à la chorale, vont regarder un film de haut niveau. C'est ça aussi les salariés. Et ça m'a beaucoup plus... Mais ça m'a vraiment marqué. Alors après, est-ce que vous avez été choqué quand Jacques Chirac a été condamné 2 ans avec sursis pour les emplois fictifs à la mairie de Paris? En fait, c'était une gigantesque pompe à finances du RPR. Est-ce que ça vous a embêté? Alors, ça m'a chagriné parce que j'aimais beaucoup Jacques Chirac. Mais l'analyse est simple. À l'époque, les partis politiques n'étaient pas financés par les fonds d'État. Le Parti socialiste a eu l'affaire Urbain. Je ne leur en ai pas voulu non plus. Ils avaient monté une grosse machine de guerre pour pouvoir récupérer de l'argent. Vous êtes en train de nous dire que tout le monde faisait ça, quoi? Non, mais il n'y avait pas de financement de partis politiques. Et donc, je ne dis pas que c'était bien, je ne dis pas que c'était autorisé, mais ils employaient dans les mairies... Oui, mais quand même, Damien Meslot, c'était à grande échelle pour vous, au RPR. Parce qu'au RPR, on était organisé, c'est tout. Je veux dire, vous étiez mieux organisé que les autres. On était mieux organisé que les autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de financement. On savait que les campagnes électorales coûtaient de l'argent et on ne les finançait pas. Donc tout le monde savait que ça se passait par des fausses factures ou des emplois fictifs. À l'époque, tout le monde l'acceptait. Le monde a changé. Il y a eu des lois sur le financement. Je suis très favorable à ces lois. Et maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Mais à l'époque, tout le monde le faisait. À gauche, quand même, on disait Chirac fripouille. Il y avait super menteur chez les Guignols. Emmanuel a fait plus. Alors, non, je pense que le problème de la France, par rapport notamment aux pays scandinaves, c'est d'avoir pris un retard terrible sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Et ce qui a amené des dérives comme celle-là, c'était d'authentiques dérives. Et ce qui a amené peut-être aussi la dichotomie, l'éloignement de la population, absolument, les électeurs, les citoyens par rapport aux politiques. Et c'est pour cela qu'on a trop tardé, alors qu'on savait que d'autres pays européens, depuis longtemps, et ensuite, il y avait des circuits de financement complètement occultes qui ont été condamnés après, par la suite. Mais est-ce que vous pensez, Damien Meslot, que ce genre d'affaires, justement, ça peut éloigner le citoyen? Vous savez, dans les pays... Peut-être, mais dans les pays scandinaves que vous citez, les partis populistes font aussi beaucoup de voix. Donc je pense que ce qui éloigne la population et les citoyens de la politique, c'est aussi l'évolution de nos sociétés, c'est aussi un certain nombre d'effets comme la mondialisation, qui fait que les citoyens, on a de plus en plus de normes dans notre pays, on a de plus en plus de décrets. Ils pensent peut-être que vous, les politiques, vous avez moins en moins de moyens. Voilà, c'est ça. Je pense que la vie fait, l'évolution de la politique fait que les citoyens ont l'impression que les élus pèsent de moins en moins sur les évolutions de la société et du monde. Et c'est ça qui éloigne. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel en plus. Voilà. C'était pour faire fonctionner le parti. Il n'avait pas besoin non plus d'avoir d'argent, puisqu'il avait beaucoup de mandats, qu'il avait des logements de fonction toute sa vie. On en a connu d'autres qui avaient les mêmes choses, à droite comme à gauche, et qui pratiquaient l'enrichissement personnel. Vous êtes pas le cas de Jacques Chirac. Et chiracien et sarkozyste. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez pensé le jour où Nicolas Sarkozy a traité Jacques Chirac de roi fainéant? Je pense que c'était excessif. C'est pas la meilleure phrase que je retiendrai de Nicolas Sarkozy. Moi, comme beaucoup d'autres, comme Christian Jacob, comme François Baroin, on a toujours soutenu Jacques Chirac, on a toujours été proches, et après on a soutenu Nicolas Sarkozy. Mais je sais que Bernadette Chirac, par exemple, a fait de même. Donc vous voyez, je ne suis pas le seul. On va justement, là vous me tendez la perche pour parler justement de l'héritage. Qui, selon vous, et on va commencer par vous, Damien Meslot, justement, peut incarner cet héritage chiracien? Vous venez d'en citer 2, là, déjà. Il y a Christian Jacob, qui est président du groupe à l'Assemblée nationale, François Baroin, qui est président de l'Association des maires de France. C'est eux?
Moi, je crois que l'héritage de Jacques Chirac, il appartient maintenant au pays. Il appartient à l'ensemble de la nation. Il appartient à tous les Français. Parce que ce que Jacques Chirac a fait, il l'a fait pour l'ensemble des Français qui l'adoraient. Parce que Jacques Chirac, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sa première qualité, c'était qu'il aimait les Français. Il aimait la France, mais il aimait les Français par-dessus tout. Vous savez, quand il y a eu la Coupe du Monde de foot, on a dit Jospin aime le foot et Chirac aime les footballeurs. Je veux dire, Chirac... Même s'il ne se souvenait pas de leur nom. Oui, il ne se souvenait pas de leur nom, mais il était tellement sympa, tout le monde trouvait Chirac beaucoup plus à l'aise avec les footballeurs que le pauvre Lionel Jospin. Est-ce qu'il y en a un qui a ce charisme-là et qui a ce, j'allais dire, ce leadership, mais bon, je ne trouve pas le mot en français. C'est pas à moi de distribuer, je veux dire, les certificats d'héritier ou de chiracisme, mais je crois que l'héritage de Chirac, et j'écoutais Martial Bourquin tout à l'heure, il va bien au-delà du mouvement gaulliste et des Républicains. C'est peut-être là qu'on a le plus de chiraciens, mais ça va bien au-delà, comme l'héritage de Gaulle, au bout d'un moment, a dépassé très largement, même le Parti communiste ou la France insoumise, des fois, se déclare gaulliste. Donc, ce que j'espère, c'est que dans quelques années, tout le monde se déclarera chiracien. Oui, tout à fait. Le président de la République a dit hier que Jacques Chirac rentrait dans l'histoire. C'était vraiment une des plus belles phrases qu'il ait pu prononcer, comme De Gaulle fait partie de l'histoire. Ce discours-là vous a plu? J'ai trouvé qu'il avait été, comme d'habitude, un peu long avec quelques répétitions, mais qu'il a eu quelques très belles phrases quand même. J'espère que ce n'est pas de la récupération politique. Comme Chirac est très aimé, je pense qu'en même temps, il en profite un petit peu, mais d'autres feraient pareil. Alors, vous savez, il avait, lui, puisqu'en effet, on ne distribue pas d'accessite ou de diplôme à celui-ci ou celui-là. Quand j'allais le voir, Jacques Chirac, rue de Lille, j'ai souhaité essayer d'engager la conversation par rapport à son successeur, Nicolas Sarkozy, parce qu'il n'y a pas d'héritage, c'est plutôt des successeurs. Après, il y a des successeurs. Il m'a répondu sobrement, il m'a dit « Je me suis juré de ne jamais rien dire, ni sur mon prédécesseur, ni sur mon successeur. » Et la conversation sur ce sujet a été terminée. Voilà. Vous, alors, l'héritier, ça peut être Christian Jacob qui brigue actuellement la tête des Républicains. Il n'y a pas d'héritier, il y aura des successeurs. On a un peu de mal, d'ailleurs, en ce moment, à droite comme à gauche, à trouver la personnalité qui pourrait l'emporter aux élections pour qu'il puisse y avoir une alternance crédible dans le pays. C'est ça qu'on cherche. Vous manquez de gens qui ont du charisme, quoi. Mais je ne sais pas si on en manque. Peut-être qu'il n'a pas encore levé le doigt. On en a forcément. Moi, j'en connais. On connaît des sénatrices et des sénateurs qui ont des niveaux excellents. Alors, et là, il s'adresse à Martial Bourquin, puisqu'ils sont tous les deux au Sénat. Hein. Oui, mais on connaît aussi bien à gauche qu'à droite, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont capables de relever le défi. Mais vous savez, pour être candidat à la présidence de la République, et c'est un sacrifice aussi. Alors, soit on a beaucoup d'ego et on ne pense qu'à ça et on ne s'occupe pas du sacrifice, soit on a des personnes, citons par exemple François Baroin, je sais... On dit que c'est quelque part son fils spirituel. Oui, moi je le verrais parfaitement. Parce qu'il faut expliquer que François Baroin a perdu son père et que Jacques Chirac s'est occupé de lui. Mais moi je suis très ami avec François Baroin, j'ai déjà échangé sur ce sujet-là avec lui. Jusqu'à il y a encore quelques mois, il ne se sentait pas forcément prêt. Si vous êtes président de la République, c'est un sacrifice énorme. Vous n'avez plus de vie. Vous avez plus de vie. Il y a quand même beaucoup, ça ne doit pas être si dramatique que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui veulent être président de la République. Beaucoup, oui. À chaque élection. Certains ne veulent pas. Certains ne veulent pas. Il faut être prêt à tout sacrifier. Moi, je partage l'avis. Et c'est vrai que François Baroin, parce qu'on a tous pensé à lui, il hésite. Pour le moment, il nous dit je vais d'abord m'occuper des municipales à Troyes. Donc, et de l'Association des maires de France. Et de l'Association des maires de France qui dirige très bien, et de sa famille aussi. Et l'Association des maires de France, c'est quand même un bon, j'allais dire, lobby quand on veut devenir président de la République, non? C'est un bon réseau, mais pour le moment, il faut attendre sa décision. Martial Bourquin. Vous comprendrez que je laisse mes collègues régler les problèmes de leadership des Républicains et que je ne m'en mêle pas. À gauche et au Parti Socialiste, vous avez le même type de problème. On a suffisamment de travail à gauche et au Parti Socialiste et dans l'ensemble de la gauche et des écologistes à régler. Simplement... Il y a quelques idées quand même, parce que là on entend beaucoup de choses qui viennent un peu de partout. Quand je pense qu'on va avoir une loi de finances dans peu de temps, je regarde qu'on va retirer, je crois que c'est 3 milliards pour les APL, qu'on a pris dans la poche des retraités pour donner... Là, je sens que vous allez faire un peu de récupération politique. Non, je me dis qu'aucun président de la République n'avait tenté cela. Je dis, parce que vous savez, quand on regarde les bilans, c'est vrai qu'on peut dire les bilans et tout cela,
on tombe dans une situation là où aucun, François Mitterrand, on n'en parle pas, Jacques Chirac... Mais là, on est très loin de Jacques Chirac, là. Ce que vous dites là. Non, il ne l'a pas fait, tout simplement. Il a fait d'autres choses. Ah, pas des choses pareilles, vous vous rendez compte? Supprimer l'impôt sur la fortune et prendre dans la poche des retraités pour donner aux milliardaires, ça, personne ne l'a fait. Là, vous êtes en train d'effectuer une alliance avec les gens de droite. Non, pas du tout. Simplement, c'est un constat. Moi, je pense que... On va conclure l'émission, là. Il reste moins de 2 minutes. Contrairement à Emmanuel Macron, Jacques Chirac était très proche des faibles. Il était très, tout en ayant épousé une aristocrate quand même. Oui, hein. mais il était très homme du peuple. Il était très proche des gens qui étaient dans la difficulté, qui étaient dans des situations de handicap, et il était prêt à donner beaucoup à ces gens-là, et il était beaucoup plus rude avec l'effort. Et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, c'est absolument l'inverse. Le mot de la fin pour vous, moi, je vous ai donné la preuve de son humanité tout à l'heure par rapport à ses regrets d'après 2017. Mais si on regarde même son deuxième mandat, la loi de 2005 sur le handicap, bien sûr. On avait un retard considérable en France sur le handicap. Mais il y a eu une loi, mais il y a eu des moyens avec. Il a mis en place le grand plan cancer. Et quand on en parlait avec lui, ça le saisissait. Il y a eu des moyens de mis avec. Il a fait un plan sur la sécurité routière. Parce que, sous Jospin... Tout ça, c'est du concret. Monsieur Guesso a fait que de répéter qu'il allait réduire le nombre de tués sur la route. On n'en a pas réduit un. Et lui, il a vraiment pris le problème à bras-le-corps. J'ai quand même regardé, évidemment, comme j'ai travaillé sur ce sujet-là, comment ça avait été fait, avec une synergie entre tous les acteurs, y compris avec les écoles. Et donc, on a chuté le nombre. En fait, merci messieurs. En fait, vous êtes en train de nous dire que Nicolas Sarkozy, pour qui donc vous avez travaillé aussi, puisque vous avez aussi été pro-président de la République, quand Nicolas Sarkozy dit roi fainéant, c'est pas tout à fait vrai. Ah non, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Clair. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci de votre attention et bon dimanche après-midi à tous. Au revoir.